Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de podcast qui est spécial parce qu'on s'est rendu compte, après avoir étudié des centaines d'entrepreneurs qu'on a accompagnés, qu'en fait, il y a plusieurs étapes qu'on vit dans la vie d'un entrepreneur. On en a identifié 4 majeures qui nous posent des grosses difficultés dans le cadre de oser passer son message, avoir un business qui est aligné avec qui on est, avec nos valeurs et surtout qui nous permet de vivre de notre passion des chevaux. Et ces 4 étapes-là, elles sont fondamentales parce que c'est des bêtes de défi qu'on rencontre et qui viennent vraiment nous poser des gros problèmes. Mais si on les dépasse, ça nous fait vraiment passer un step de fou en termes de nous dans notre vie au quotidien et surtout en termes de business. Par contre, elles viennent nous challenger tellement fort qu'elles peuvent vite nous pousser à mettre la clé sous la porte et retourner vite fait bien fait dans le salariat ou dans un truc plus confortable. Donc on s'est dit qu'on allait faire un focus et cet épisode du coup va être sûrement un peu plus long que la plupart de nos épisodes qui sont déjà un peu longs. Excusez-nous d'avance. Mais on a envie de mettre un focus vraiment très détaillé pour apporter de la compréhension sur ce qui est en train de se passer parce que vraiment, si vous êtes en train de vivre une de ces étapes-là, dites-vous que c'est une opportunité de croissance et que ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous. Donc on veut vraiment mettre de la clarté sur qu'est-ce qui se joue dans les étapes les plus difficiles de l'entrepreneuriat, que vous compreniez où vous en êtes, si c'est difficile pour vous en ce moment, et du coup, trouver des solutions et des idées de qu'est-ce que je vais faire maintenant pour y arriver. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus, sur cette intro Si déjà, vous repartez avec le fait d'avoir un peu de clarté sur là où vous en êtes, parce qu'en réalité, des fois, on se sent bien seul sur ce chemin de l'entrepreneuriat. Et comme on n'a pas forcément des entrepreneurs à côté de nous au quotidien, des fois, on se dit que c'est pas normal tout ce qu'on vit et ça nous fait poser encore plus de questions. Et du coup, ça nous donne parfois encore plus envie d'arrêter ou on se sent encore plus illégitime. Bref, on traverse plein de trucs émotionnels qui font qu'à un moment donné, on doute. On ne sait plus trop si finalement, ce truc qui nous animait, c'était bien raisonnable d'aller l'écouter. Donc avec cet épisode, c'est vous déculpabiliser, vous permettre de mettre de la clarté et vous faire comprendre que c'est normal et que vous n'êtes pas tout seul à vivre ce que vous êtes en train de vivre si vous êtes en train de vivre une de ces phases-là. Et que vous n'êtes pas complètement zinzin ou que juste on l'est tous peut-être, je ne sais pas. Avant d'aller plus loin dans cet épisode, on a une énorme information à partager, c'est que du 5 au 9 juin 2024, donc là, on est en train de. Cet épisode, il sort quelques semaines avant. On organise un méga, giga événement, un sommet en ligne, entièrement gratuit. On attend plus de 3000 entrepreneurs du milieu du cheval qui partagent nos valeurs d'éthique, d'authenticité, de respect des chevaux quand on travaille avec eux, d'entrepreneuriat non prédateur. Et pour la 2e édition de ce sommet, on a décidé de choisir un thème tout particulier qui est oser passer son message, parce que ça c'est un putain de challenge, il faut le dire, quand on est entrepreneur, quel que soit, à chaque étape c'est un challenge. Pour ceux qui rejoindront le sommet, vous verrez à quel point les speakers qu'on a choisis décrivent tous la même chose, c'est challengeant, mais c'est possible d'y arriver et c'est ça qui nous montre, donc ce sommet il va être incroyable, c'est sûr. Donc écoutez attentivement ce podcast où on va vraiment décrire ces 4 étapes-là. Et vraiment, si vous vous retrouvez dans une de ces étapes, venez au sommet parce qu'on a plus de 30 professionnels du monde du cheval qui ont passé ces étapes-là et qui ont accepté de passer sur le billard pour qu'on ouvre le capot de leurs émotions, leurs pensées, leur parcours, les challenges qu'ils ont rencontrés, qu'est-ce qu'ils font pour se relever quand ça ne va pas, c'est quoi leur modèle économique, comment ils font pour oser être eux-mêmes, pour vraiment passer leur message, comment ils font pour se faire comprendre, comment ils font pour avoir une audience sur les réseaux sociaux, comment ils font pour avoir une communauté fédérée, engagés autour de leurs offres, de leurs services. Donc on a plein de modèles économiques différents. On a des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux comme Ponycorn par exemple. On a des personnes qui ont des agences de voyage avec les chevaux.
on a des personnes dans le domaine de la médiation, on a des professeurs d'équitation, on a des coachs dans la relation avec les chevaux, on a des photographes, on a des coachs business, enfin bref, on a vraiment tout un panel de personnes qui ont des modèles économiques ultra différents et vraiment qui sont des entrepreneurs de folie. Donc parmi quelques noms, on vous a dit, il y a Ponycorn, il va y avoir aussi Ludovic Fournet, Linda Kohanov, Maxime et Nadia qui travaillent avec Andy Booth. Léa Travel Cowgirl. On a Léa Travel Cowgirl, on a Coach en Rose, on a Laure de Carmador, on a Blandine Valois, Morgane, Penquin, enfin bref, on a plein de speakers différents. Et bon bref, on va pas le faire le truc, mais on vous redira à la fin, mais bref. Allez vous inscrire au sommet, il est 100% gratuit. Il y a une communauté en ligne de malades pour échanger, rencontrer plein de gens qui sont peut-être juste à côté de vous, vous ne savez même pas qu'ils existent. On a toutes ces interviews de ces 30 personnes, franchement, mais là on a fait une partie des interviews, mais vous allez gagner des années. Vous allez gagner des années de travail à écouter ce qu'ils ont à raconter. Même nous, on a déjà gagné. Mais grave, non, mais nous, ça y est, notre business, il va décoller encore plus que ce qu'on pensait pour les prochaines étapes. On a même des speakers qui nous ont mis au défi. On a Ponycorn qui nous a lancé un défi pendant son interview que du coup on va devoir faire. Et puis chaque speaker, et nous aussi, on a fait une liste de défis à réaliser pour oser passer son message. Les petites actions, on a peur de les faire. Mais on sait que si on le fait, notre business il va décoller. Celle-là, comme action, on en a 32 à vous donner et vous allez pouvoir piocher parmi celles-là pour vous dire, allez, j'ai peur mais j'y vais quand même et je profite de cette émulation de personnes, du fait que j'y crois, de cet environnement qui est incroyable, qui nous donne des ailes pour se dire, je prends un truc, j'ai peur, mais j'y vais quand même. 32, en vrai, ça fait à peu près 3 par mois, grosso modo, si tu les étales. Genre, tu les prends, tu viens au sommet, c'est gratuit. Tu regardes quelques interviews, même si tu n'as pas trop le temps, mais franchement, rien que tu en regardes 3, 4, déjà, c'est un truc de dingue, quelle que soit l'interview. Tu repars tu prends les 32 défis, tu en fais 3 par mois pendant 1 an. Mais déjà, dans 1 an, je crois que tu n'imagines même pas où tu es dans 1 an. Si déjà tu as fait ça, et c'est gratuit le truc. Non, mais c'est un truc de dingue. Bref, voilà. Donc le lien il est en dessous, il est sur notre site internet, il est sur nos réseaux sociaux. Donc en gros vous tapez éthiqueetauthentique.com et vous allez tomber directement sur notre site internet avec le lien d'accès. C'est gratuit, vous rentrez votre adresse email, vous recevez les coordonnées, vous vous inscrivez sur la petite plateforme. Ça prend juste 1 minute, mais on a fait une plateforme qui est sécurisée. Qui est totalement confidentielle pour vraiment soutenir cet espace sacré de tous ces entrepreneurs qui œuvrent ensemble, parce que vraiment, je pense que c'est quelque chose qui nous rejoint tous dans notre communauté. On œuvre tous ensemble avec des valeurs communes de respect des chevaux, de respect des humains, de respect du vivant en général. Et il est largement temps qu'on fédère tous ces entrepreneurs qui ont envie d'apprendre des chevaux, qui ont envie de continuer de grandir grâce aux chevaux et qui ont envie de se poser des questions sur la façon dont on œuvre à leur côté et de les respecter dans notre façon de travailler. Donc voilà, le lien est là. Allez vous inscrire, vraiment. Et nous, ce qu'on va faire dans cet épisode de podcast, c'est qu'on va aller décortiquer pour que vous puissiez vraiment encore mieux profiter de ce sommet. Où est-ce que vous en êtes? Et le fait de savoir où est-ce que vous en êtes et ce qui est en train de se jouer pour vous, en venant au sommet, vous allez pouvoir aller attraper les conseils qui sont les plus judicieux par rapport à votre situation. Mais pour réussir à faire ça, il faut comprendre où on en est, qu'est-ce qui est en train de se passer pour nous, à quelle étape on est dans l'entrepreneuriat. Et c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Donc attention, avant d'aller plus loin, Amandine, jingle! Bienvenue dans Débridé, le podcast qui révolutionne le monde de cheval. Et là, je peux vous dire que c'est clairement ce qui va se passer sur les prochaines semaines avec ce sommet. Let's go, c'est parti. Alors, c'est parti. Avant d'aller plus loin, ce qui est important, c'est, vous allez voir au niveau de ces étapes, peut-être que vous en avez déjà passé des étapes et que vous pouvez vous féliciter, être fier de vous, c'est check, hop, une de passée. Peut-être aussi que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une de ces étapes-là, ou peut-être que vous connaissez des gens qui, eux, sont dans cette situation. Dans tous les cas, c'est super intéressant vraiment de regarder comment est-ce qu'on peut se positionner et capter les signaux qui nous indiquent où est-ce qu'on est.
Parce que prendre conscience de la situation dans laquelle on est ou prendre conscience de la situation dans laquelle quelqu'un d'autre est, ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'empathie pour nous, beaucoup plus d'empathie pour les personnes qui sont dans cette situation-là. Et surtout, quand on a identifié le problème, on a identifié la solution. Donc tout changement, tout réglage de problème, 50% de la solution, elle est dans le fait de déjà en prendre conscience. C'est tout l'objectif d'aujourd'hui. Et on va commencer du coup par juste quelques éléments de contexte. Parce qu'on vit dans une société et dans une époque qui est aussi assez particulière. Et notamment, on vit dans une époque où il y a énormément de réseaux sociaux, où il y a un énorme boom aussi de toutes les activités qui n'existaient pas il y a encore 10 ans autour du cheval. Toutes les activités de médiation autour du cheval, en fait, il y a un engouement énorme aujourd'hui. Il y a des métiers qui n'existaient absolument pas autour du bien-être des chevaux qui sont en train de pousser comme des champignons. On a aussi, avant il y avait un métier très traditionnel du moniteur d'équitation, soit on était directeur d'un centre équestre, soit on était salarié dans un centre équestre, ou peut-être on avait une pension pour les chevaux, mais aujourd'hui le métier de coach dans le milieu du cheval ou de moniteur d'équitation, il y a 1001 façons de le pratiquer en tant qu'indépendant, en ligne, pas en ligne, avec différentes spécialités, etc. Les comportementalistes, ça n'existait pas trop non plus avant dans le milieu du cheval, etc. Donc, bref. Saddle fitting, beat fitting, etc. Il y a quelques années, ça n'existait pas. Donc on se retrouve avec un engouement absolument fou, mais du coup, il y a potentiellement une grosse concurrence aussi. Et donc, c'est difficile quand nous aussi, on a trouvé un sens et que nous aussi, on a envie de se lancer dans un métier comme ça, de se dire « Oh pétard, comment est-ce que je vais m'en sortir pour me faire remarquer dans toute cette jungle de plein de personnes ? Pourquoi est-ce qu'on ferait appel à moi en particulier ? Qu'est-ce que j'ai de différent ? Qu'est-ce que j'ai d'unique ? Pourquoi les gens viendraient me voir moi alors qu'il y a des gens qui font ça depuis des années et qui sont bien meilleurs que moi ? Et sans déconner, en plus les réseaux sociaux, soyons clairs, maintenant tout se voit. On veut trouver quelqu'un, hop, on va sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, etc. Enfin bref, en termes de maladie de la comparaison, en termes d'être noyé dans une jungle de plein de trucs informatiques qui avancent à gogo, je me dis c'est absolument dingue. La dernière fois, c'était quoi ? C'était cet été. Je pense que j'ai coupé les réseaux sociaux pendant 2 ou 3 semaines. 3 semaines. Et quand je suis rentrée et que j'ai rallumé Instagram, je vous jure, je n'ai pas reconnu l'application. J'ai voulu faire des reels, je me suis dit, putain, je ne reconnais pas tous les petits boutons sur comment est-ce qu'il faut faire pour faire un reel, etc. Donc en vrai, un réseau social, il suffit de partir, de se barrer 3 semaines pour qu'il y ait des évolutions et qu'on ne sache plus l'utiliser, qu'on ait perdu nos repères, juste dans le montage vidéo, enfin c'est rien du tout. Donc le reste, c'est vraiment la jungle totale. Donc tout ça pour dire que, en vérité, c'est normal qu'on se sente noyé, qu'on se sente sous l'eau, qu'on ait une comparaisonite aiguë, ça se dit ou pas ? Je sais pas. Et du coup, une perfectionnite aiguë. Et du coup, une perfectionnite aiguë. Et une procrastination qui augmente, parce que quand on a peur, souvent, on procrastine. Je suis en train de regarder parce qu'on a pris quelques notes. Donc, de temps en temps, je vais regarder par en dessous là pour vraiment vérifier qu'on a bien dit tout ce qu'on avait envie de dire. Oui, il y a un truc qu'on a oublié, c'est que il y a des principes de base qu'il est quand même sacrément bon, je pense, de reposer sur la place publique. Le premier, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un métier qui en vrai fait peur. Et en fait, c'est plutôt sain d'avoir peur. Donc, moi, je pense sincèrement que toutes les personnes qui nous disent « Ouais, faut y aller, nanana, en mode faut pas avoir peur, on y va à la force du mental, de toute façon les personnes qui ont peur, l'entrepreneuriat c'est pas fait pour eux, ceux qui ont un gros besoin de sécurité, l'entrepreneuriat c'est pas fait pour eux. Moi je suis pas d'accord. Je viens de 2 parents qui sont fonctionnaires, tous les 2, et ils sont devenus fonctionnaires parce que leurs propres parents ont fait des faillites, alors même qu'ils étaient entrepreneurs, donc
c'est vous dire un peu le niveau de besoin de sécurité qu'il y a et le trauma qu'il y a au niveau familial. Donc moi, j'ai un besoin de sécurité qui est gigantesque, de chez gigantesque. Quand j'ai découvert ce que je voulais faire et que je me suis formée, j'ai mis 5 ans à oser quitter mon CDI quand même, avant d'y arriver. Et du coup, je ne suis pas d'accord sur le fait que c'est un métier qui est fait que pour les têtes brûlées. Je pense qu'en vrai, on a raison d'avoir peur quand on est entrepreneur parce qu'il y a des vrais risques. Parce que dans un CDI, on a un salaire qui tombe, peu importe les différentes actions qu'on mène, alors que dans l'entrepreneuriat, en vrai, on est les personnes les moins bien loties de tout le marché français et les moins bien aidées de tous les travailleurs français. On a pas, voire très peu de sécurité au niveau de la santé. On n'a pas de retraite, on n'a pas de chômage. Si on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. En termes de prélèvements sociaux, voilà. Hein. On se fait quand même bien pomper comme il faut. Donc, en fait, c'est normal d'avoir peur parce que la peur, c'est une émotion qui nous indique qu'on est en danger de mort, en danger d'être blessé. Et l'argent, c'est directement lié au fait de pouvoir avoir un toit sur sa tête, de pouvoir s'acheter à manger pour pouvoir se nourrir. Et on parle là vraiment de besoins fondamentaux physiques qui nous maintiennent en vie. Donc, la peur est normale. Ce qui va faire la différence, ça va être les histoires qu'on va se raconter sur la peur. Ça va être comment est-ce qu'on va gérer cette émotion, quelle réponse on va apporter à ça. Mais ressentir de la peur quand on est entrepreneur, en vrai, je pense qu'il faut se le redire, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et il y a un côté plutôt sain. Et c'est sain, exactement. C'est sain. Clairement. Et après, si vous êtes, par exemple, au début de votre activité et que vous avez le sentiment de ne pas savoir par où commencer, d'avoir l'impression d'être en bas d'une énorme montagne à gravir en vous disant j'ai vraiment envie de réaliser ce projet ou voilà, j'ai lancé mon activité, là je suis au début et j'ai vraiment envie, mais franchement j'ai l'impression qu'il y a des milliards de trucs à faire, je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas ce qui est important, pas important, je ne sais pas, je trouve pas les priorités, je fais plein de trucs en même temps, c'est normal. Vous commencez un nouveau métier en fait. Vous avez votre métier avec ce que vous avez décidé de faire. Et puis, il y a en fait, dans le package, il y a aussi un deuxième métier qui est celui d'être entrepreneur. Et ce métier-là, il s'apprend. Donc, si vous n'avez pas encore appris à devenir entrepreneur, à être un entrepreneur, c'est normal. C'est comme si on vous met dans une Ferrari et que vous n'avez jamais appris à conduire, ça va être compliqué. Et là, c'est pareil. Si vous rentrez dans l'entrepreneuriat et que vous n'avez rien appris sur ce qu'est être un entrepreneur, c'est absolument normal que vous vous sentiez perdu, que vous vous sentiez noyé, que vous ayez l'impression de naviguer en étant dans le brouillard et en ne sachant pas où aller. Et c'est normal du coup qu'il n'y ait pas la rétribution financière qui va avec et le nombre de clients que vous méritez d'avoir parce que ce deuxième métier, il s'apprend. Et au fur et à mesure des étapes, je pense qu'on se recogne encore et encore à notre manque de compétences parce qu'on peut passer une étape et se dire « Ah, c'est bien, je commence à réussir à gagner un peu d'argent, tout ça, je peux me faire un mi-temps déjà avec ça. » Et puis après, passer une autre étape et se dire « Ah, c'est bien, j'arrive à gagner ma vie maintenant, mais bon, préparer ma retraite et tout, je vais quand même avoir besoin de passer à un niveau supérieur parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas la sécurité. » Et en fait, à chaque étape, on se retrouve coincé avec le fait que, oui, si on veut passer l'étape suivante avec notre activité dans le domaine du cheval, on a encore des nouvelles compétences à apprendre. On se retrouve face à notre, comment on appelle ça, au fait qu'on est inculte en fait, et que c'est juste qu'il y a encore des compétences à apprendre pour pouvoir amener notre activité un cran plus loin. Et quand je dis notre activité un cran plus loin, c'est pas juste faire du fric pour faire du fric, parce qu'en vrai, on n'en a rien à foutre de faire du fric pour faire du fric. Je sais que si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous avez, comme nous, une vraie envie de contribuer dans le monde, parce que comme nous, vous êtes passionnés et amoureux des chevaux, parce que comme nous, vous avez envie de contribuer dans la vie des gens grâce à votre partenariat avec les chevaux, ou parce que, moins comme nous, parce que ce n'est pas notre spécialité, mais Dieu qu'on a envie que les gens puissent œuvrer dans ce sens-là, vous avez une activité qui contribue au bien-être des chevaux et vous voulez vraiment œuvrer pour les aider. Et donc quand je parle de passer son business au niveau supérieur, c'est pas pour aller vivre à Dubaï,
et conduire des Ferrari, c'est parce que nous, on est convaincus que oui, quand on a de l'or entre les mains comme vous, quand on a des compétences de fou comme vous, quand on a une ambition, et j'ai pas peur de le dire, une ambition de contribuer, d'avoir un impact positif dans le monde, eh ben on a besoin de pouvoir en vivre, on a besoin d'avoir une vie qui est chouette, on a besoin de pouvoir kiffer ce qu'on fait et de ne pas avoir des stress du quotidien tout le temps, de se dire « Oh mon Dieu, je ne sais même pas comment je vais manger demain ». Plus on est détendu par rapport à ça, plus on va pouvoir donner le meilleur de nous et puis se consacrer pleinement. Et du coup, plus on a une bonne énergie, plus on peut vraiment impacter plus de monde, plus on peut impacter plus profondément aussi les gens qu'on accompagne, les chevaux qu'on accompagne. Et donc, quand on parle de STEP, ça veut dire comment est-ce que je peux m'assurer une meilleure sécurité financière en fait, qui me permet du coup de juste être plus épanouie et de pouvoir encore mieux me consacrer à faire un métier qui va impacter positivement et les humains et les chevaux et toute autre chose que vous avez envie d'impacter positivement. Et qui va contribuer à juste rendre ma vie telle que je l'imagine en fait. Nous, on n'a aucun rêve de Porsche, de Ferrari, de montre, de je sais pas quoi. Nous, notre rêve, c'est de voyager, de vivre avec les chevaux, d'aller se balader, d'écouter des podcasts, de faire des formations. Enfin, nos rêves, c'est ça en fait. C'est rien de plus. Mais voilà. Nous, on veut juste que vous ayez une vie qui vous permette de contribuer pour vous, pour votre famille, pour le monde, à hauteur de ce que vous avez envie. Et j'ai envie de remettre une autre chose sur la place publique, c'est que, je le dis souvent, mais du coup, on va le redire, personne n'est né avec le gène de l'entrepreneuriat. Absolument personne. Il n'y a pas un dieu là-haut, il a dit à Zeus, il a dit toi tu l'as pas, tant pis pour toi. Ça n'existe pas. L'entrepreneuriat, ce sont des compétences. Juste des compétences à développer et à apprendre. Et ensuite, à côté de ça, bien sûr, il y a un état d'esprit à développer. Bien sûr, ça vient nous challenger sur plein d'autres thématiques que sont par exemple la valeur qu'on se donne. Parce que pour donner de la valeur à notre travail et pour pouvoir impacter positivement, en gros, si on veut vraiment aider les gens et vraiment les impacter, faut leur dire qu'on existe et il faut leur dire qu'on a de la valeur. Il faut leur dire que notre travail, il a de la valeur. Sinon, ils ne vont jamais travailler avec nous. Il faut montrer qu'on a de la valeur. Et donc, ça demande aussi d'aller regarder chez nous qui on est, quelle valeur on se donne, etc. etc. Donc ça, ce sera pour d'autres épisodes qu'on ira regarder le comment on fait. Mais toujours est-il que, oui, personne n'est né entrepreneur et tout le monde développe les compétences. On part peut-être certains avec quelques avantages injustes ou quelques désavantages injustes, mais en vrai, on a tous été saupoudrés avec des talents et des choses qu'il faut muscler. Et donc, on part tous pas à égalité, mais on part tous avec des avantages et des désavantages et des choses à muscler pour pouvoir développer. Franchement, l'entrepreneuriat, c'est le plus vieux métier du monde. Avec un autre, qu'on ne citera pas, mais ça reste un métier qui existe depuis des milliers d'années. Donc, pourquoi est-ce que vous seriez plus con que quelqu'un d'autre ? Il n'y a aucune raison. Par contre, il faut juste prendre conscience que ça s'apprend. Et qu'il y a des choses à apprendre là-dessus. Et c'est pour ça qu'on fait cet épisode, c'est qu'on va vous aider à aller regarder à quel stade vous êtes de cet apprentissage de l'entrepreneuriat et quel cadeau il y a pile à cet endroit où vous êtes. Et surtout, que vous repartiez en vous disant « je ne vais pas mettre la clé sous la porte parce que je suis en train de vivre ces difficultés. Je vais plutôt retourner le truc et me dire « ah, génial, c'est que ça qui est en train de se passer !» D'ailleurs, ils sont d'accord. Les chevaux sont d'accord. Qu'est-ce qu'on avait envie de vous dire d'autre par rapport à ça ? Oui. On a des chevaux qui arrivent pour vous dire bonjour. Ils ont capté qu'on avait ouvert la porte du jardin. Ce qui est très important aussi à dire, c'est qu'on a très souvent cette image que l'entrepreneuriat, c'est fait pour les gros durs, que l'entrepreneuriat, c'est un monde de gros requins, que les gens, ils attendent que ça comme des vautours, qu'on tombe par terre pour aller récupérer nos restes, que les gens se critiquent les uns les autres pour aller récupérer des clients chez les uns, chez les autres, etc., qu'on se fasse la guerre pour avoir les parts de marché, blablabla. Et moi, personnellement, j'ai pas envie de m'obliger à faire ça.
Je ne veux pas appliquer des pratiques qui sont contraires à mes valeurs et je ne veux pas non plus... en fait, j'ai juste pas envie de me dire que parce que je suis sensible, parce que je suis pas une grosse dure, j'ai pas droit à cette vie-là. J'ai un côté rebelle à l'intérieur de moi qui dit mais c'est pas possible. C'est pas possible que l'entrepreneuriat soit réservé à des connards qui envoient des produits dont on n'a pas besoin, qui font un service dans nos domaines à nous, qui vont faire un service d'accompagnement de merde qui détruit psychologiquement les gens, qui vont faire des soins de merde, qui vont détruire les chevaux, juste parce que eux, ils s'autorisent à vendre comme des sagouins, à vendre des trucs qui n'ont aucune valeur à des gens qui n'en ont absolument pas besoin. Et donc, moi, je pense que toutes les personnes qui ont de l'or entre les mains, il faut absolument qu'elles apprennent à développer ces compétences de l'entrepreneuriat et qu'on prenne notre putain de place ici pour changer le monde, vraiment. Parce que si on reste là à se dire non, je ne veux pas y aller parce qu'il y a des requins, et ben, c'est quoi, les requins, ils vont rester là et ils vont garder leur place. Et le monde, il va continuer de foirer comme il est en train de foirer. Donc c'est aussi de notre devoir et de notre responsabilité de se dire, bah oui, on est sensible, oui, on est peut-être bizarre, oui, on ne connaît pas tout bien à l'entrepreneuriat, mais tu sais quoi, on va y aller, on va tenir ensemble. Et comme les chevaux, ensemble, on est plus fort, ensemble, on est plus puissant. Les chevaux à l'état naturel, ils vivent des vies très épanouies, alors même qu'il y a des prédateurs qui passent autour d'eux, mais ils vivent des vies très épanouies. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent ensemble, main dans la main, sabot dans le sabot, pour se soutenir, pour se protéger les uns les autres. Et donc, nous, on pense sincèrement qu'on peut faire la même chose en tant qu'entrepreneur, qu'on peut se réunir ensemble, on peut se protéger les uns les autres, on peut œuvrer ensemble les uns les autres pour faire en sorte que nos business s'épanouissent et puis pour ne pas s'obliger à devenir des gros requins et pour ne pas se faire bouffer par les gros requins. Est-ce que tu as autre chose que tu voulais ajouter ? C'est clairement possible puisque si vous n'êtes pas encore allé vous inscrire pour le sommet, allez vous inscrire parce que vous verrez dans les interviews qu'on a eues avec les speakers, il y a des speakers qui gagnent très 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 bien leur vie de leur activité. Et ces gens-là sont des gens qui entreprennent pas comme des gros requins. On a trié sur le volet tous les speakers qu'on a choisis pour leur qualité éthique, d'authenticité, toutes les valeurs qui nous tiennent à cœur. Et ces gens-là réussissent. Donc, et dans toutes les interviews, ça vous montre à quel point si eux ont réussi, ils partent pas avec, comme Claire vous l'a dit, ils n'ont pas un gène en plus, ils n'ont pas une compétence en plus à la base. Il y en a plein qui disent dans les interviews qu'ils n'étaient pas du tout prédestinés à ça. Mais ils ont osé, ils ont fait. Et donc, on a la preuve, pendant ce sommet en tout cas, vous aurez la preuve que c'est possible. C'est possible de faire différemment. C'est possible de réussir en faisant différemment. Parce que des fois, on se dit, ok, je peux faire différemment, mais du coup, ça risque de ne pas marcher. Eh bien, nous, on vous montre par A plus B que c'est possible. Donc, si vous ne nous croyez pas, en regardant nous ce qu'on fait depuis un certain temps là, et que vous vous dites ouais mais non mais pour elle ça marche parce que je sais pas pour quelle raison, eh ben on en a 30 là. Ils ouvrent le capot et elles racontent comment ça se passe. Bon, c'est parti maintenant. On va aller décrypter un par un chacune de ces étapes par lesquelles on vit. Peut-être que vous êtes dans une, peut-être que vous allez vous reconnaître dans plusieurs. Enfin voilà, juste prenez des notes, regardez où est-ce que vous vous situez. Et s'il vous plaît, on sera tellement contente si vous pouvez nous envoyer un email, nous envoyer un message sur Instagram, en message privé par exemple. Si vous pouvez juste mettre un commentaire en dessous de cet épisode de podcast pour nous dire où est-ce que vous vous situez, où est-ce que vous vous reconnaissez, est-ce qu'il y a des étapes que vous avez déjà franchies et vous êtes super fiers de ça et vous avez envie d'encourager d'autres entrepreneurs en leur disant c'est possible, je suis arrivée de l'autre côté de la barge, il y a encore d'autres étapes à passer, mais moi j'ai passé celle-là et c'est possible et voilà comment j'ai fait pour y arriver. Donc vraiment que cet épisode ce soit un épisode de connexion, un épisode d'entraide pour qu'on se motive tous ensemble à se dire bah oui, comme les chevaux, ensemble les puissants, c'est possible de vivre de notre passion, c'est possible de vivre dignement en respectant nos valeurs et de bien gagner sa vie en travaillant avec et pour les chevaux. C'est parti mon kiki, Let's go. on y va. Alors, la première
étape, c'est celle que nous, on a appelée l'étape du jeune espoir. Vous savez, c'est comme au cinéma, là, il y a les jeunes espoirs de l'année qui arrivent et puis ils ont fait une belle entrée dans le cinéma et puis on leur dit ah hop actrices les acteurs jeunes espoirs ou les musiciens jeunes espoirs aussi, il y a ça. À cette étape-là, peut-être tu veux raconter un peu d'informations sur cette étape. Ouais. C'est souvent une étape, si vous êtes assis, vous allez vous reconnaître. Si jamais, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à un endroit où vous avez encore un job alimentaire, un job salarié, et que par conséquent, vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder, notamment au développement de votre deuxième activité, celle qui vous fait vibrer, mais vous avez un truc de « ok, mais j'ai pas vraiment le temps de m'y mettre et de m'y consacrer comme je voudrais, en tout cas, et avec autant d'énergie que j'aurais envie ». C'est une étape aussi où le syndrome de l'imposteur et de légitimité, le manque de légitimité, il est énorme. Parce que, en fait, c'est corrélé au reste, c'est qu'on s'est formé, on a très envie de faire, et en même temps, on manque de temps. Donc, on ne met pas forcément beaucoup en pratique tout ce qu'on a appris. Et en réalité, ce syndrome de l'imposteur et cette légitimité, elle vient avec la pratique, elle vient avec le nombre de personnes qu'on accompagne, peu importe le domaine dans lequel on est. Enfin, plutôt, elle décroît avec la pratique. Ouais, elle décroît. Ça nous aide en tout cas. Et du coup, comme à cet endroit-là, on ne se sent pas du tout encore expert dans son métier, puisque notamment on n'a pas le temps d'y accorder le temps qu'on voudrait, eh bien, ça vient nous tirailler à cet endroit-là. Et puis, parfois la vente, c'est genre un truc, on n'a jamais fait ça de notre vie. La seule image qu'on a à cet endroit-là, c'est le marchand de tapis qui vient et qui nous vend un truc dont on n'a absolument pas besoin, mais on ne sait pas comment, mais il a réussi à nous vendre ce truc dont on n'avait pas besoin. Et donc, quand on se dit « ok, il va falloir que je vende un truc à quelqu'un », on peut vraiment avoir peur d'aller déranger, avoir peur d'être rejeté. C'est un endroit qui tiraille très très fort et en général, c'est genre... vous pouvez vraiment, je vais parler crûment, mais vous chier dessus à l'idée d'aller vendre quoi que ce soit, alors même que vous allez y mettre tout votre cœur et tout, et vous savez que vous pouvez apporter quelque chose aux gens, mais l'idée d'aller vendre, et c'est vraiment un truc pas cool à cet endroit-là. Peut-être que Amandine, moi je trouve que ça serait intéressant parce que tu es arrivée dans le programme Devenir entrepreneur, qui est maintenant l'académie, à un moment où tu étais pile à cet endroit-là. Est-ce que tu peux nous redécrire un peu, tu vois, genre, comment tu te sentais? À la fois, des fois, il y a des trucs qui sont super positifs aussi dans cette période-là. Il y a des élans qui sont hyper chouettes, qui nous portent et tout. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire peut-être comment toi, tu te sentais à ce moment-là? Ce sur quoi tu savais que... Enfin, maintenant, avec un peu de recul, ce sur quoi tu vois que tu as réussi à t'appuyer pour traverser cette période qui est un peu charnière et aussi les problèmes que tu rencontrais à ce moment-là. Parce que si tu es venu chercher de l'aide, c'est que tout seul, c'était un peu dur, quoi. Ouais. Ce sur quoi j'ai pu m'appuyer, clairement, c'était l'espoir. Ouais. L'espoir de cette vie en me disant « Putain, mais je veux y arriver, je vais y arriver. S'il y en a d'autres qui arrivent, mais moi aussi, pourquoi j'y arriverai pas ?» Donc il y a ça, il y a quand même un peu cette fougue du début là, de dire « Ah mais je veux vraiment, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est génial ». Et tu as trop envie, donc malgré tout, tu as quand même ce truc d'énergie. Tu t'es pas encore épuisé à essayer plein de trucs. Donc tu es à l'endroit où tu es un peu perdu. Moi, quand je suis arrivée dans le programme, j'étais vraiment genre « Ouais, j'ai envie que ça décolle. » Et je sais, il y avait une part de moi qui était persuadée que ça pouvait décoller. Une autre part de moi qui était complètement paumée parce que l'entrepreneuriat, mais alors je ne savais pas ce qu'il fallait faire là-dedans en fait. C'était un autre monde pour moi. Moi, je viens de la kiné. Je n'ai jamais vendu un seul truc de ma vie et vu de là où je pars, où j'ose pas parler aux gens, la communication, la relation avec l'autre, c'est compliqué pour moi. Prendre mon téléphone pour réserver une table dans un restaurant, c'était déjà un challenge genre sorti de l'espace. Donc, aller vendre quelque chose à quelqu'un, alors là, moi je me rappelle des vendeurs de tapis qui venaient chez mes parents et mes parents qui achetaient des trucs dont ils n'avaient pas besoin.
Donc c'était vraiment ça l'image que j'avais du vendeur. J'avais vraiment pas envie de passer pour ça. Et donc j'étais à un endroit où j'avais plein d'espoir, plein d'envie et en même temps plein de blocages et l'impression d'avoir 1 milliard de trucs à faire et qu'en même temps je savais pas bien vraiment ce que j'avais à faire, mais je voyais que ça avançait pas comme je voulais et j'avais l'impression que j'avais pas les clés et que ça allait me prendre 107 ans avant de réussir parce que je connaissais pas le chemin, je voyais pas, j'ai l'impression d'être noyée dans un truc de ok mais comment on fait, voilà, j'étais vraiment à cet endroit-là, donc je me sentais vraiment perdue. Et puis en plus autour de moi clairement j'avais pas d'entrepreneur. Moi la plupart de mon entourage, dans mon entourage proche j'avais mes collègues kinés, donc eux ils savent pas plus vendre que moi clairement, et sinon la plupart de mes amis etc sont plutôt dans l'éducation nationale, dans des métiers salariés simples. Je n'avais absolument aucun entrepreneur autour de moi qui puisse me dire vas-y tu fais ça, tu fais comme ci, essaye ce truc. Donc en fait j'étais livrée à moi-même, perdue, mais juste avec mon enthousiasme du début, ma détermination de me dire je veux changer de vie, je veux faire autre chose, mais voilà, j'en étais là à peu près. Et je pense qu'il y a un truc qui est hyper intéressant à cette période sur laquelle vraiment on peut s'appuyer pour traverser tous les déboires que ça nous fait traverser. C'est quand tu parlais d'enthousiasme, je pense qu'il y a surtout un enthousiasme parce qu'on a découvert quelque chose de nouveau. Parce qu'on est, pas forcément découvert, mais parce qu'on est formé en tout cas à quelque chose qui nous passionne. Et c'est ce que je disais à Amandine au début où on a commencé à travailler. Amandine, tu travaillais, mais genre, t'adorais travailler le soir après la kiné, travailler le week-end, nan. Et je te disais, Amandine, tu vas voir, franchement, dans 1 an ou dans 2 ans, comme ça sera ton travail, ton vrai travail, en fait, tu seras contente d'avoir des week-ends. On est plus d'1 an après, c'est toujours pas le cas. Mais non, on est plus d'1 an après. Mais là, dans 2 ans, dans 3 ans, je suis sûre que tu seras hyper contente d'avoir tes week-ends quand ça deviendra ta partie de travail. Donc en fait, je te le dis toujours. Voilà. C'est vrai, tu me dis régulièrement. Toujours. Et toujours est-il que je pense que c'est cet enthousiasme-là qui nous donne une énergie débordante et qui nous permet de relever des défis qu'on n'imagine même pas. Je pense aussi qu'on est sincèrement complètement naïf parce qu'on ne s'imagine absolument pas tout ce qu'il y a à faire. On ne s'imagine absolument pas tous les tracas qu'on va avoir sur le chemin entrepreneurial parce que, soyons clairs, ce n'est pas le chemin le plus facile. Je pense que professionnellement, c'est un des chemins les plus difficiles à faire parce que les risques, parce que la peur, parce que tout ce que ça nous demande de venir traverser. Et pour autant, on peut vraiment compter à l'étape du début, même si la montagne, elle est méga grande, même si on se dit « Oh mon Dieu, comment je vais faire ça ?» On peut compter sur 2 choses, notre enthousiasme du début et notre naïveté. Mais notre enthousiasme du début, il peut aussi nous causer beaucoup de problèmes. C'est qu'on peut se dire « Oh, il y a ça, c'est trop bien, je vais essayer cette stratégie. Oh, il y a ça, c'est trop bien, je vais essayer cette stratégie. Oh, mais de toute façon, je suis douée dans ce que je suis en train de faire. Du coup, franchement, je vais faire des offres, je vais lancer, ça va marcher, nan. » Et puis, du coup, on ne prend absolument pas le temps puisque comme on n'a pas conscience de ce qu'on va vivre, parfois, on n'a pas conscience non plus des problèmes qu'on va vivre dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et donc, on peut très vite, un peu comme un chien fou, dépenser notre énergie dans tous les sens pour avoir, en termes de résultats, que dalle. Personnellement, moi, je suis passée par là. La première année, j'étais encore salariée, j'avais un bébé sous le bras. J'ai lancé 10 offres de stages différentes en 1 an. J'ai rempli 2 stages à moitié. Et au final, sur les 10 offres que j'avais faites, que j'avais créées, donc je m'étais fait chier à créer les 10, les 10 pages de présentation, truc, tout ça, nan. Le truc maintenant, je me dis, mais c'est complètement fou. Moi, si je crée 1 ou 2 offres dans l'année aujourd'hui, franchement, je suis contente. Et au final, il y en a une qui a perduré, une seule qui existe encore aujourd'hui. C'est le stage sur le leadership non prédateur, mais que j'ai réadapté à l'entrepreneuriat. Toujours est-il qu'arrivé à ces tout débuts d'entrepreneuriat, donc on a dit ce sur quoi on peut compter, mais ce qui est aussi hyper intéressant, c'est de voir tous les endroits où on bloque. De se dire « Oh putain, je vais devoir aller faire le guignol sur les réseaux sociaux.
oui, je vais devoir prendre ma caméra et je vais devoir prendre mon téléphone et je vais devoir faire une face caméra, là, une story, je sais pas quoi, je vais devoir me montrer. Et un truc qu'on entend très souvent aussi, c'est mais qu'est-ce qu'ils vont dire mes formateurs si je commence à raconter n'importe quoi et qu'ils le voient passer sur les réseaux sociaux? Et qu'est-ce qu'ils vont dire tous mes collègues et tous mes pairs là, qui font le même métier que moi, qui vont me voir arriver? Et qu'est-ce qu'ils vont dire mes copains? Et qu'est-ce que va dire ma famille s'ils commencent à me voir changer et à parler d'autre chose? Ce que j'ai aussi beaucoup entendu, c'est bah ouais, mais moi j'ai encore un job actuellement et qu'est-ce qu'il va dire mon patron s'il voit que je suis passionnée par autre chose? Et du coup, on se retrouve coincé avec le truc de bah, j'ai envie de développer mon entreprise, sauf que bah, je ne peux pas le dire à mon patron que je suis en train de lancer mon entreprise, je ne peux pas dire à mes collègues que je suis en train de lancer mon entreprise parce que s'ils l'apprennent, je risque de me mettre mal au travail. Donc il y a plein de dilemmes comme ça où on se retrouve à se dire merde, comment je vais faire? Et à quel moment est-ce que ce sera judicieux pour moi de pouvoir lâcher enfin ce que je suis en train de faire? Parce qu'en vrai, on est entre deux mondes à cette période-là et c'est ça qui est hyper challenge. C'est qu'on est encore attaché à l'ancien monde qui nous demande énormément de temps et d'énergie pour continuer de gagner notre vie avec un ancien métier, etc. etc. Et la sécurité à ce moment-là. Hein, parce qu'on a un vrai besoin de sécurité et qu'en vrai, on ne peut s'appuyer que sur ce qu'on sait déjà faire, c'est-à-dire notre job actuel ou les compétences qu'on avait avant, parce que les nouvelles compétences de notre nouveau job, on ne les a pas forcément encore, ce qu'a dit Amandine tout à l'heure, et les nouvelles compétences pour réussir à générer de l'argent facilement, qui sont des compétences du coup entrepreneuriales, on ne les a pas non plus. Donc, pour assurer la sécurité, pour assurer le revenu, on ne peut s'appuyer que sur l'ancien monde. Donc, si vous vous reconnaissez à cet endroit-là, en fait, c'est normal que ce soit challenge, c'est normal que vous sachiez plus comment vous vous appelez, c'est normal que vous travaillez le week-end, c'est normal que vous travaillez tard le soir, c'est normal que des fois vous vous demandiez est-ce que je vais vraiment réussir parce que franchement c'est fatigant. Oui, en fait un principe fondamental de cette étape en particulier, c'est qu'on est entre deux mondes et que du coup c'est méga fatigant d'être entre deux mondes. Et pour autant, c'est une étape qui est nécessaire à passer parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut s'appuyer pour gagner de l'argent que sur la partie un peu plus de l'ancien monde. Et donc, il faut accepter de passer cette étape-là. Et on expliquera du coup dans le sommet sûrement, il y aura des clés pour ça. On fera sûrement un autre épisode de podcast où on ira regarder du coup comment on fait quand on est dans chacune des étapes. Mais dans cette étape-là, force est de constater que oui, on va se le dire, pendant un temps, il va falloir travailler dur. Il va falloir travailler plus que d'habitude. Et c'est pour moi un des défis incroyables de pile poil cette transition-là où on est entre notre ancien job et ce nouveau truc qu'on a envie de développer et qui fait déjà un premier filtre, c'est que y en a plein qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils ne sont pas prêts à faire l'effort de travailler d'arrache-pied, littéralement plus, à moins que, je ne sais pas, vous ayez une chance inouïe parce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui est super riche et qui vous dit je vais prendre soin de toi et de ta famille et puis t'inquiète pas, tu as 10 ans pour voir si jamais ton entreprise ça va ou tu as 5 ans pour voir si jamais ton entreprise ça va ou vous avez gagné au loto, mais en vrai on n'a pas tous cette chance. Il y a quelques personnes qui partent avec cet avantage-là, mais en vrai on n'a pas tous cette chance et la plupart d'entre nous, pour pouvoir manger, pour pouvoir assurer pour nos chevaux, pour pouvoir assurer pour nos familles, etc., on a besoin, nous, de générer de l'argent. Et c'est aussi le moment, tu sais, où je me rappelle d'avant de rentrer, tu vois, dans le programme, où genre tu passes des heures, tu sais, à te dire, ok, là je vais faire une bête de publication, tu sais, j'ai ouvert mon truc Instagram, et donc tu t'imagines que tu vas avoir 150 000 followers dans 3 mois et demi à peu près, tu as calculé que si tu en avais tant par jour à peu près. Ou que tu vas gagner, parce qu'il y a plein de promesses. Ça m'énerve. Le nombre de personnes, je me souviens d'un séminaire où on était, tu te souviens ? Où il y a le coach qui balance son offre d'accompagnement pour la création d'entreprise et qui annonce, mais franchement, dans un an, nos problèmes, vous faites 10 000 euros par an. Par mois, 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires dans un an. Moi, personnellement, je connais personne qui a démarré depuis zéro l'entrepreneuriat et qui s'est fait 10 000 euros par mois, comme ça, les doigts dans le nez. Donc, ça fait 120 000 euros la première année. Je connais personne. Moi, j'ai fait une bête de première année, en vrai.
parce que j'ai commencé l'entrepreneuriat avec un truc déguisé. C'est-à-dire que j'ai quitté mon employeur chez qui j'étais et il m'a réembauchée en consultante. Et il m'a payé 600 € la journée pour venir travailler chez lui pendant 8 mois. Donc j'ai fait une bête de première année. Mais c'est une stratégie qui, sur le long terme, ne marche pas parce que je ne voulais pas rester là. Donc c'était juste une stratégie pour réussir à avoir un peu de trésorerie pour démarrer. Mais en vrai, la vraie première année que j'ai fait en tant qu'entrepreneur, en plus, j'y connaissais rien et je ne pensais pas que j'avais besoin d'aide pour apprendre l'entrepreneuriat. Donc j'ai fait 3000 balles à l'année de chiffre d'affaires parce que j'y connaissais rien. Donc quelqu'un qui est aidé, bien sûr, il fait plus que ça. Bien sûr, il peut commencer à gagner peut-être un SMIC, peut-être 2000 €, peut-être 3000 € de chiffre d'affaires, comme ça, sur les derniers mois de l'année de son accompagnement, ou peut-être un peu plus, mais 120 000 € par an. Au bout d'un an, moi, j'y crois pas du tout de réussir à faire ça, à moins d'avoir déjà des bêtes de compétences. Et donc, je me souviens de cette personne qui avait son fils de 16 ans à côté d'elle. Elle était motivée par le fait de prendre cette formation, tout ça, mais on a entendu la conversation derrière, elle n'avait pas d'argent en fait. Vraiment, elle ne savait pas comment payer son loyer le lendemain. Enfin bref, je pense qu'on en était vraiment à ce stade-là. Et son fils lui disait, mais maman, tu vas quand même pas prendre cet accompagnement qui coûtait 10 000 balles. Tu vas quand même pas prendre cet accompagnement. Et la mère, elle s'est retournée vers son fils et elle a dit, non mais c'est bon, il a dit que dans 6 mois, je gagnais 10 000 € par mois. Je l'aurais remboursé. Et elle s'est levée et elle est partie pour l'acheter. Et en vrai, je sais plus pourquoi je disais ça. Pourquoi je disais ça? J'étais partie sur autre chose, mais je m'ai Putain, merde. déviée. Désolé. Mais ouais, bref, c'est tout. Ça m'énerve. Ça m'énerve ces pratiques-là. Je sais, c'est parce que j'étais partie sur le truc de, à ce moment-là, tu crées des posts et tout, tu passes des heures, machin. Et Pardon, donc, tu t'imagines qu'il va y avoir des milliers de followers et machin truc. Donc, tu passes des heures là à faire. Donc, déjà, tu n'as pas trop le temps, mais donc, tu passes quelques heures à fignoler. Tu vas sur Canva, ça devient ton meilleur ami à peu près. Et puis, tu fais ta super publication. Tu te dis, là, franchement, ça va déchirer. J'ai dit des trucs intéressants et tout. Tu postes le truc et là, tu as 2 likes. Tu as ta sœur et... Tonton Michel. Et t'es bien dégoûté. Franchement, à ce moment-là, t'es dégoûté parce que tu te dis que franchement, ça a l'air trop cool ce que t'as écrit. Et personne ne l'a vu. C'est un peu con. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Je suis en train de rallumer mon ordi parce qu'on a noté les trucs sur lesquels on voulait vous dire. Ah si, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Et franchement, à cette période-là, je pense que c'est important de le noter, que c'est normal. Il va y avoir des gens dans votre entourage, ou peut-être que vous avez vécu ça aussi, des personnes dans votre entourage qui vont vous dire « Mais c'est quoi ta lubie ?» Ce mot lubie, moi je l'ai entendu de la part des gens de ma famille quand je leur ai annoncé alors je vais quitter mon super job de cadre dans l'international où je gagne 3 500 € par mois tranquille, sans les primes, et je vais aller faire de l'équi-coaching avec les poneys. Là ma mère elle m'a regardée, elle m'a dit Là mon mec il m'a regardé, il m'a dit et on sait, mais je me souviens qu'avec mon mec on s'est littéralement écharpé. Je me souviens de conversations au restaurant où il me disait « Mais c'est quoi tes trucs de secte, de développement personnel, c'est n'importe quoi, je te reconnais pas, tout ça, et comment on va faire pour vivre maintenant, c'est n'importe quoi tes lubies. » Et je me souviens d'une conversation où il m'a dit « La prochaine fois, tu vas me dire quoi? Que tu veux qu'on aille habiter dans des habitats collaboratifs, dans des habitats légers, et qu'on aille planter des choux. » Bref, ces conversations-là, possiblement, vous allez les vivre vous aussi, ou peut-être vous les avez vécues. On a une personne qui est rentrée dans le programme récemment et qui a réutilisé encore ce terme de « Ah bah oui, mon mari, il me dit que ma lubie... Il est peut-être temps qu'elle s'arrête. » Ouais, il est peut-être temps qu'elle s'arrête parce que ça commence à devenir dangereux. Donc oui, à ce moment-là en particulier, nos changements de vie, ils font peur. Ils font peur à notre entourage. C'est pas parce qu'ils nous aiment pas, c'est pas parce qu'ils veulent notre mal, c'est pas parce qu'ils veulent qu'on se plante, mais souvent, c'est quelque chose qui va arriver parce que les gens ont peur pour notre sécurité. Donc ça part d'une bonne intention. Le problème, c'est que quand on a un joli petit projet, là, une petite flamme qui s'allume, ouh, il y a un petit poney qui vient me faire des câlinous. Quand on a une petite flamme qui s'allume là comme ça, bah, c'est hyper important de la protéger. Parce que sinon, elle peut
un coup de soufflet et hop, elle peut venir s'éteindre. Donc voilà ce qu'on vit principalement quand on est à cette étape-là. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. On est bien. Donc ouais. Donc si jamais vous vous reconnaissez vous aussi, que vous voyez que vous êtes passé par là et que vous vous en êtes sorti, que vous êtes passé de l'autre côté, ou que vous êtes encore dedans, ben notez-le pour vous. Ça y est, check. J'ai passé la case jeune espoir où oh purée, je suis en plein là-dedans, en train de vivre exactement ça. J'ai encore mon job à côté, je me sens pas légitime. J'ai quand même plein d'espoir, mais je sais pas du tout comment je vais faire et j'ai peur d'être critiquée par les autres. Et pourtant, je sais que c'est possible au fond de moi. Je sais pas comment, mais je sais que c'est possible et je vais trouver la solution et je suis déterminée pour y arriver. Mais d'où Dieu que c'est lourd en termes de charge de travail, d'énergie, etc. Bienvenue au club. Vous êtes dans la première étape, l'étape jeune espoir. On va passer à la deuxième. La deuxième, on l'a appelée l'étape du désenchantement. Vous savez, c'est comme quand on accouche. On dit souvent que juste avant que le bébé sorte, après les X heures de travail, de contraction, tout ça, juste avant que le bébé sorte, il y a cette petite phase-là de... Comment on appelle ça ? La phase la phase de désespoir, de désespérance. C'est le moment où on se dit « Je veux que tout s'arrête, j'en peux plus !» Sauf qu'il faut le sortir, le bébé. Et bien là, on a exactement cette même phase un peu de désespérance, de désenchantement dans l'entrepreneuriat. C'est quand on sort de cette phase de jeune espoir où on va y arriver, on est naïf, on se dit qu'on ne sait pas comment, mais ça va marcher. Et puis, en fait, il s'est passé quelques temps. Et maintenant, on commence à avoir un peu plus de bouteilles sur ce que ça veut dire l'entrepreneuriat, sur les difficultés qu'on rencontre au quotidien, sur le fait que, comme l'a dit Amandine, c'est pas parce qu'on poste un joli truc qu'on va avoir tout d'un coup 10 000 personnes qui vont s'abonner, qui vont courir à nous pour aller acheter nos offres juste parce qu'on a mis un petit post ou une petite story et qu'on se rend compte que, en fait, ça va demander beaucoup plus de travail que ça va demander beaucoup plus d'énergie que ce qu'on pensait, que ça va nous demander d'aller chercher des compétences qu'on ne savait même pas qu'elles existaient, que ça va nous demander d'aller travailler notre putain de mental parce qu'on est un petit peu, comme le dit très bien Amandine, avec un mental de chips qui se galère à se relever de tous les petits épreuves qu'on vit les unes après les autres. C'est le moment où on se rend compte que l'entrepreneuriat, va falloir aimer régler des problèmes parce qu'on en règle toute la journée. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, c'est la phase de désespérance qu'on appelle quand on accouche. C'est aussi un moment où on a commencé, mine de rien, à obtenir des résultats. On a commencé à avoir déjà des clients. Pour certains d'entre nous, arrivés à cette étape-là, franchement, on arrive déjà à gagner un peu d'argent. Il y en a qui vont réussir à travailler à mi-temps, il y en a qui vont réussir à générer un SMIC. Bref, on commence, touche du doigt. Ouais, on commence à toucher du doigt déjà pas mal de choses. On commence à se sentir un peu plus compétent aussi dans notre nouveau métier. Si on est... par exemple, Equicoach, on commence à avoir un petit peu plus de réflexes, plus de bouteilles. Les clients commencent à nous faire des retours comme quoi, franchement, ça les a sacrément bien aidés, etc., etc. Mais on reste un peu coincé avec le fait qu'on n'arrive toujours pas à générer un revenu qui nous permet de nous sentir quand même serein, de payer sereinement les factures. Déjà, juste ça. Et en même temps, c'est une phase aussi où on peut avoir l'impression que on a essayé tout ce qu'on pouvait, en fait. Enfin, on a l'impression qu'on est au bout des idées. C'est comme si, pendant tout un temps, là, pour moi, la phase de désenchanté, c'est vraiment... On a traversé déjà des montagnes parce que, au début, il y a le truc, on est tout feu, tout flamme. Et puis après, bim, on prend une première porte. Et puis, quand même, comme on a l'énergie du début, on recommence. Et puis, on se reprend une porte. Donc, on a fait déjà plusieurs vagues. On s'est pris plein de vagues, plein de portes. Bref, on a déjà un peu galéré. Et
on a essayé plein de trucs parce qu'on avait la niaque du début et tout. Et là, on arrive à ce moment-là et ok, on en vit peut-être un peu, on a accompagné des clients, parfois on a des super retours, des super témoignages et pour autant, on a l'impression qu'on met beaucoup d'énergie dans ce projet. Franchement, c'est vraiment... il y a ce truc où en plus, comme souvent, c'est un métier passion, bah, on se donne à fond. Enfin, c'est notre bébé, en fait, ce truc. Donc, on veut que ça marche, donc on se donne à fond. Donc, souvent, à ce moment-là, on est fatigué, en plus, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie, des fois, depuis un bon moment. Et là, on sent qu'on commence à vraiment ramer et qu'en plus, on est à court d'idées. On ne sait plus quoi faire. On a l'impression qu'on a épluché souvent... Enfin, moi, je me rappelle, j'ai épluché des trucs de contenu gratuit. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup de vidéos YouTube et tout. Donc, je cherchais plein d'idées, plein de trucs. Et donc, tu essayes un truc, tu en essayes un autre, et tu dis que ça va marcher. Puis non, ça marche peut-être un peu, mais tu sais même pas trop vraiment pourquoi. Donc, tu essayes encore autre chose. Et donc, tu as l'impression d'avoir, je sais pas, essayé plein de trucs. Et tu te dis, ok, bon, bah là, j'ai plus d'idées. Je sais pas quoi faire. C'est hyper intéressant aussi parce que je pense que quand on vit dans un métier aussi passionnant que les nôtres, qu'on va appeler des métiers passion ou des métiers vocation aussi, je pense qu'on est beaucoup plus à risque de faire des burn-out parce qu'on est tellement passionné qu'on ne met aucune limite. Franchement, en vrai, moi je me souviens qu'il y a eu des moments quand j'étais salariée, vraiment mon job ne me passionnait pas du tout. Et le fait que ça ne me passionnait pas du tout, ça m'aidait à me dire, bah, tu sais quoi, je vais torcher mon travail, je vais retourner à la maison et je vais kiffer ma vie. Donc je n'ouvrais jamais mon ordinateur le week-end. À 18h, hop, c'était fini, au revoir, et j'allais voir ma jument au club. Chose que quand on a un métier passion comme le nôtre, en fait, on ne compte pas les heures. Et comme on ne compte pas les heures, eh ben, on est beaucoup plus à risque d'avoir un excès de fatigue qui peut nous pousser au burn-out. Statistiquement, il y a beaucoup plus de personnes qui font un burn-out quand ils ont un métier qui les passionne. Donc ça, c'était pour dire par rapport au niveau d'énergie par rapport à la première étape là où on était là, wouh, on va y arriver, je sais pas comment, ça me panique, je sais pas comment, mais on va y arriver. Là, on est en mode, mais quelle horreur, c'est terrible, comment je vais faire? On a entendu, je sais pas combien de fois, mais quand on accueille nous, souvent, on accueille des personnes qui sont au premier stade, là, qui se disent, bon, j'ai pas envie de me retrouver en mode désespéré, donc je vais peut-être prendre les devants et commencer à me former et à me faire accompagner pour m'aider sur cette phase de lancement. Mais on accueille aussi beaucoup de personnes, et moi, je fais partie de ces personnes qui ne se sont pas formées au début et qui ont pensé que, ouais, trop bien, je vais mettre des offres et puis je vais trouver des clients. Les gens, ils ont compris maintenant les key coaching et à quoi ça sert et à quel point c'est trop génial. Pas du tout. Et je me suis retrouvée dans cette phase de désenchantement. Et c'est à partir de cette phase de désenchantement-là que je me suis dit, bon, en fait, l'entrepreneuriat, clairement, j'ai beau avoir fait une école de commerce, j'ai vraiment rien compris au schmilblick. Il va falloir que je trouve de l'aide. Et en plus, je voyais bien que j'avais des mécanismes à l'intérieur de moi. J'avais une victimite aiguë. C'était pas de ma faute si j'y arrivais pas. Je comprenais pas. Je me disais aussi beaucoup que c'était les clients qui comprenaient pas. C'est la faute des clients, ils ont rien compris. Ouais, donc en vrai, ça aide pas du tout à vendre hein, quand on pense que c'est la faute des clients. Ça fait même fuir grave. Et donc tout ça pour vous dire que nous, on accueille aussi beaucoup de clients qui viennent un peu en mode bah, c'est ma dernière chance. Il me reste quelques euros de côté ou j'ai un peu de CPF de côté et du coup j'ai vraiment besoin d'aide. C'est ma dernière chance pour y arriver. Après, je ne sais pas quoi faire. Et souvent les gens ils nous disent mais en fait j'ai l'impression que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Ça ne marche pas. Et vraiment, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas quoi faire d'autre. Donc, si vous vous dites ça, la phase de désenchantement, bienvenue au club, vous êtes en train d'y passer. Et en plus, dans cette phase-là, ce qui est vraiment pas cool, c'est que on perd en confiance en soi. Parce que du coup, comme on a l'impression d'avoir mis tout ce qu'on pouvait, d'avoir fait du mieux qu'on pouvait, et on se rend compte que bah, ça ne marche pas comme on voudrait, bah, du coup, on
on commence à se dire qu'on est vraiment nul, puis on va avoir tendance dans ces moments-là, c'est très humain, à aller se comparer. Et puis avec les réseaux, c'est très simple d'aller se comparer à la personne qui fait à peu près le même truc que vous, pas très loin de chez vous, et de voir qu'elle, elle a X mille personnes en plus qui la suivent sur Instagram, que ses publications, elle a vachement plus de likes que vous, de commentaires. Alors quand bien même, vous savez pas ce qui se passe vraiment pour elle, mais on peut vite tomber dans un cercle vicieux où du coup, on perd confiance en soi, la valeur qu'on se donne diminue aussi. Donc, et tout ça, c'est vraiment ce désenchantement, ça fait un peu comme une spirale négative là, dans laquelle on s'enfonce petit à petit. Et où à un moment donné, c'est ça, on est en mode ok, mais là, on sent désespéré et un peu au bout du rouleau, quoi. On est en mode démuni, je sais plus quoi faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a été genre ultra optimiste et qu'on n'a pas du tout fait attention à l'aspect sécuritaire dans la première phase, genre on s'est dit ouais c'est bon, j'ai 2 mois de chômage, j'ai 2 ans de chômage devant moi, c'est parfait pour lancer ma boîte, tout ça. Et qu'on s'est dit je vais y aller tout feu tout flamme et je vais avancer, excusez-moi l'expression, mais avec ma bite et mon couteau sans jamais me faire accompagner ni en termes d'état d'esprit, ni en termes de stratégie entrepreneuriale. Le truc qui se passe, c'est que, et on en voit beaucoup qui arrivent à ce stade-là, c'est en fait maintenant je suis en danger en fait. Je suis en danger financièrement, je vais devoir vendre des chevaux, je vais devoir vendre ma maison et déménager, je dois emprunter à ma mère, à mon père, ou juste faire un crédit. Je ne sais pas comment me payer à manger le mois prochain. C'est vraiment des conversations très terre à terre qu'on se retrouve nous à avoir avec un certain nombre des clients qu'on accompagne. Parce que, en vrai, moi j'ai eu des conversations, c'est cru et c'est hyper difficile à dire, mais j'ai eu des conversations qui étaient extrêmement difficiles émotionnellement, où en regardant la vérité en face, on est obligé de se dire, en fait, la seule solution possible là, pour essayer de gagner à peu près sa vie, c'est peut-être qu'il faut que je vende un cheval en fait. Peut-être qu'il va falloir que je me sépare d'un cheval pour pouvoir gagner 2 000, 3 000, 4 000 euros et me donner un peu d'air pour pouvoir me relancer. Sinon, je peux littéralement plus manger. Et donc, ça peut être une phase qui est extrêmement difficile. Et je dis absolument pas ça pour juger parce que cette phase, on y passe tous, avec plus ou moins de violence. Mais elle est dure. Elle est vraiment dure. Et peu importe la situation dans laquelle on est, en vrai, moi j'ai juste énormément d'amour et d'empathie pour les personnes qui sont en train de vivre cette phase-là. Et bon, ça va être un peu... Ça peut peut-être paraître un peu violent pour certaines personnes d'entendre ça, mais je suis aussi très heureuse de voir qu'il y a des personnes qui sont en train de traverser cette épreuve-là parce que je suis persuadée que quand on traverse des grosses difficultés comme ça, on va chercher des muscles qu'on ne savait pas qui existaient. Et littéralement, on devient une personne incroyable après avoir rebondi après ce genre d'épreuve. Et plus jamais on est le même entrepreneur derrière, après avoir dû faire des choix aussi difficiles. Donc je le souhaite à personne. Mais je sais aussi à quel point ça peut nous transformer de vivre une épreuve comme ça. Donc si ça vous arrive, en vrai, moi j'ai juste envie de vous envoyer la masse d'amour pour vous dire que ça va aller, mais juste trouver quelqu'un, vraiment trouver quelqu'un qui peut vous aider à sortir de l'ornière de... Parce que dans ces cas-là, on est là, on tourne en rond et on se dit « Ah, j'ai un problème à traiter », mais comme franchement, moi je me suis vue à certains endroits, en vrai, la honte, pouf, remonte et puis on a envie d'en parler à personne quand on est dans cette situation-là. Sauf que si on n'en parle à personne, on reste vraiment coincé à l'intérieur de son gros pétrin là. Et donc on se dit oh mon Dieu c'est la merde là-bas, du coup je ne veux pas regarder, du coup je vais faire toute autre chose. Et puis hop, la merde elle nous ressaute à la figure, il y a le banquier qui appelle, les trucs et machin, et je ne veux pas regarder. À un moment donné, il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Et ça c'est challenge. Et ça demande vraiment d'avoir quelqu'un à côté de vous
qui déjà a les compétences pour pouvoir vous aider, mais en plus, qui ne va pas vous juger. Donc voilà, moi je voulais juste... Si c'est une période dans laquelle vous êtes en ce moment, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Mais vous allez en sortir méga grandi et ce n'est que passager. D'une manière ou d'une autre, ce n'est que passager. C'est comme un nuage qui passe. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça? Parfois, plutôt un orage qu'un nuage. Ouais, un méga orage qui passe. Mais ça finit par passer. Donc, voilà un peu pour la phase de... Alors putain, c'est gai, hein, ça nous baisse, ça nous plombe un peu l'ambiance. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette phase en termes de, tu vois, de bénéfices à la traversée? Moi, je suis en train de réfléchir à comment ça m'a aidé. Moi, ça m'a aidé à prendre conscience d'un truc. Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte vraiment que l'entrepreneuriat, ça s'apprend. Ouais. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette de la stratégie dans ce que je faisais. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de faire mon tout feu tout flamme n'importe quoi là et que je me suis dit, bon en fait meuf, ton projet c'est du sérieux, tu as vraiment envie d'y arriver, il va falloir prendre les choses au sérieux et arrêter de faire du mode tricotage, détricotage, truc on ne sait pas trop bien ce que tu fais. Si c'est important pour toi, forme-toi, mets-y de la conscience, mets-y de la stratégie, mets-y de l'efficacité. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que, alors même que j'avais un grand rêve de liberté, que j'avais quitté le salariat parce que je ne pouvais pas faire mon job comme je voulais, que j'avais choisi l'entrepreneuriat parce que j'avais envie d'être avec mes enfants, d'avoir la liberté d'être avec eux, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que non seulement je n'étais pas libre, mais en plus je m'étais fait une porte de prison. Je m'étais enfermée dedans et j'avais avalé la clé et je ne pouvais plus en sortir. Et le rêve est devenu un cauchemar. Et là où je cherchais de la liberté, je me suis construit une prison. Et je pense que c'est pile à ce moment-là, quand j'étais dans cette phase-là, quand j'ai fait ces fameux 3 000 €, là, heureusement que j'avais le chômage à ce moment-là. Heureusement que j'avais ma trésorerie de l'année où je m'étais fait chier à rester travailler en tant que consultante. Mais je pense que c'est pile à ce moment-là que je me suis dit meuf, t'as un nouveau métier en fait, c'est entrepreneur. T'as ton métier d'équi-coach, il va falloir que tu apprennes ton métier d'entrepreneur parce que ta liberté, va falloir que tu la gagnes en fait. Ta liberté, va falloir que tu la gagnes, comme ça la vie ça va être pourri. Hein. Toi, tu as eu quoi comme période? Moi, je pense que c'est une période qui m'a beaucoup aidée à apprendre à demander de l'aide. Ouais. C'était quelque chose qui était très difficile, si ce n'est pas impossible pour moi avant, parce que demander de l'aide, ça voulait dire que je suis faible, ça voulait dire j'arrive pas par moi-même. Et il y avait ce truc de je veux réussir et je veux réussir par moi-même. Sauf que, en fait, c'est bien ça, mais c'est pareil, ça nous met dans une putain de prison de merde, tout seul. Donc ça m'a vraiment fait grandir à cet endroit-là. Ça m'a appris, ça m'a fait grandir en termes d'humilité, parce que du coup, oser aller dire à quelqu'un, là, j'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. Ça demande l'humilité et la vulnérabilité d'oser aller regarder ça. Je pense que ça m'a donné l'opportunité de me muscler en termes de mindset. C'était quelque chose qui était déjà important pour moi, mais je crois que dans ces moments-là, c'est vraiment dans ces moments-là qu'on peut se rendre compte de comment je pense et à quel point ça me dessert en fait de penser comme ça. J'avais déjà cette conscience de observe tes pensées régulièrement et regarde ce qui se passe. Et en fait, quand tu les observes à ce moment-là, tu te dis ouais, mais je comprends aussi pourquoi je suis dans ce truc. Donc ça m'a vraiment aidé à grandir là-dessus. Je dirais que ça m'a aidé, en fait c'est con, mais ça m'a aidé à vraiment avancer profondément. C'est une période où j'ai vraiment profondément, en fait, je ne vais pas dire guérir, mais bien avancé sur... Moi, j'ai une peur du manque à la base, mais qui est énormissime. Donc quand on part dans l'entrepreneuriat, autant vous dire que ça, c'est un frein, mais de l'espace. Tu as la peur du manque
c'est de la flip tous les jours. Et en fait, ça m'a vraiment aidé à... Enfin, c'est une période où j'ai dû aller regarder ce truc-là, vraiment. Enfin, me dire, ok, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je suis aussi flippée? Parce que c'est vraiment... c'est un vrai challenge. Et donc, c'est des moments où je me suis fait accompagner et tout là-dessus, parce que c'était tellement challengeant que je suis allée chercher de l'aide, et notamment à cet endroit-là. Et donc, moi, cette période-là, elle m'a... En fait, je crois que le plus gros cadeau qu'elle m'a apporté, c'est voilà, de réussir à demander de l'aide et de travailler sur ma peur du manque. Et dans la notion de réussir à demander de l'aide, moi je pense que c'est cette période-là qui m'a fait comprendre que parce que j'avais peur d'échouer, j'ai pas osé aller demander de l'aide. Et c'est ce qui m'a valu mon plus gros échec, comme dirait Amandine, de l'espace. C'est-à-dire que tu arrives à bientôt, ton chômage n'a plus et tu as été fait 3000 balles de chiffre d'affaires dans l'année. Merci, c'est plié le game, retournons au salariat, au revoir. Donc, moi, ça m'a appris à vraiment commencer à apprécier le fait de faire des petits échecs au quotidien, de faire exactement comme on demande aux chevaux de faire quand on leur apprend, c'est-à-dire qu'ils apprennent, on leur dit vas-y, teste, non c'est pas ça, teste, non c'est pas ça, teste, non c'est pas ça, ah ça y est, c'est ça, super. Et ben je me suis dit en fait c'est exactement ça qu'il faut que je fasse avec mon entreprise, c'est travailler comme si c'était un cheval, on teste, on voit ce qui marche, on teste, on voit ce qui marche, on teste, on voit ce qui marche, ça marche pas, ok on change, ça marche pas, ok on change. Et je me suis rendu compte qu'en fait l'entrepreneuriat c'est une série de plein d'erreurs qui nous apprennent plein de leçons et qui nous permettent une fois de temps en temps de trouver une bonne solution qui va durer un temps. Et donc vraiment, il y a une réconciliation avec le fait de faire des erreurs. Et on a fait une interview aujourd'hui avec Ponycorn pour le sommet en ligne. Ponycorn qui fait ses petites vidéos super rigolotes là sur les réseaux sociaux avec ses poneys et tout. Qui a 2 millions d'abonnés. Qui a 2 millions d'abonnés, voilà, tranquille. Et Ponycorn, elle nous a dit, mais en fait, moi, maintenant, je cherche l'erreur. J'ai plaisir à aller chercher les erreurs parce que je sais que c'est ça qui va me faire grandir et c'est ça qui va me faire développer mon entreprise. Donc voilà, c'est à cette étape-là, en tout cas, que je me suis rendu compte de ça. Et je voudrais aussi préciser que la phase de désenchantement, je pense qu'on peut y revenir plusieurs fois à celle-là. Je pense que ce n'est pas un truc chronologique. Elle revient à plusieurs étapes. Des fois, on a des phases d'euphorie, c'est génial, on a super progressé et tout, et puis on a d'arrache-pied, on a fait un énorme travail sur nous et tout. Et du coup, il y a la phase de printemps et d'été, là où on peut profiter des fruits de notre travail, et tout nous arrive tellement facilement et tout. Et puis des fois, il y a des automnes, et puis des fois, il y a des hivers. Et je pense qu'il y a des cycles comme ça aussi dans l'entrepreneuriat. Donc la phase de désenchantement, elle revient souvent. Et ce qui est génial, c'est que comme c'est cyclique, eh ben, on peut profiter des phases d'été là pour générer du stock de compétences, du stock de finances, etc., etc. Et puis plus les années passent, plus quand on a été prévoyant, ces phases de désenchantement, en fait, elles ne deviennent pas des phases de désenchantement, elles deviennent des phases d'apprentissage, des phases d'introspection, des phases où on va peut-être se recentrer un petit peu plus sur nous, nos questionnements, etc. pour pouvoir ensuite mieux faire mûrir et mieux faire émerger d'autres choses. Des phases où on va avoir besoin d'investir pour croître, pour grandir, pour monter en compétences, pour venir débloquer des choses chez nous. Donc il y a aussi cette question de comment est-ce qu'on regarde cette phase-là. Soit on la voit comme un problème, ah voilà, je suis trop nulle, allez, vas-y. Soit on se dit, ah, intéressant, je suis arrivée à mes limites. Ça veut dire que je vais apprendre des nouvelles choses. Ça veut dire que j'ai déjà avancé beaucoup. Si je me retrouve confrontée à des limites, ça veut dire que j'ai avancé par avant. Et donc, je suis en phase où je vais pouvoir me questionner, grandir, devenir encore meilleure, développer encore mes compétences. Donc moi, je la vois comme ça maintenant, cette phase-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette étape, si vous voyez que vous avez déjà traversé cette étape-là. Mais du coup, notez pour vous. Il y a je pense que ce n'est pas une étape, mais on va juste faire une petite aparté sur le fait que je pense que si vous écoutez ce podcast, il y a de grandes chances que vous soyez ce que nous on appelle un entrepreneur en mission. Donc un entrepreneur qui est engagé,
qui a choisi l'entrepreneuriat non pas pour se faire du fric et aller vivre à Dubaï, mais vraiment parce que vous aviez quelque chose qui vous passionnait énormément. Il y avait une cause en particulier pour laquelle vous aviez vraiment envie d'œuvrer auprès des chevaux. Et il se trouve que, merde, le métier il n'existe pas dans un joyeux CDI qui nous paye 3 000 € par mois, bien tranquillement, qu'on travaille bien, qu'on soit malade ou pas, qu'on soit en congé maternité ou pas, qu'on se soit pété un bras ou pas. Donc si on veut vraiment faire ça, on est obligé de passer par l'entrepreneuriat. Je pense qu'on est énormément dans ce cas-là, à pas s'être dit l'entrepreneuriat en soi c'est le métier de mes rêves, mais plutôt j'ai un métier de mes rêves et je dois passer par l'entrepreneuriat parce que j'ai pas d'autres moyens professionnels pour réussir à faire ce que je veux, de la manière ce que je veux, en accord avec mes valeurs, sans que personne me dise comment le faire ou sans que personne me demande de faire quelque chose qui va venir me tirailler au niveau de mes valeurs. Il y a plusieurs speakers, ça me fait penser à ça, qui partageaient ce truc, je ne sais pas si tu te rappelles, notamment Célia et Angélique, ouais. Qui disaient... Donc Angélique de Carpenterie de Equitransmettre. Et Célia Caffarelli. Et Célia Caffarelli, ouais. Qui a élevage Solemio. Et elles ont fait l'interview ensemble pour le sommet. Et notamment, toutes les deux, à un moment donné, on leur demande ok, mais est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir envie de tout arrêter? Donc bien sûr, oui, ça leur arrive comme tout le monde. Et en même temps, elles disent bah ouais, mais en fait, dans ces moments-là, ça dure jamais vraiment très longtemps finalement, parce que quand je me pose la question, ok, mais du coup, je ferais quoi d'autre? Bah, la réponse, il n'y a rien qui vient, quoi. Non, il n'y a rien d'autre que je veux faire dans ma vie, c'est ça que je veux faire. Donc, allez, je me bouge les fesses, j'y retourne, je recommence. Donc, l'entrepreneur en mission, c'est vraiment ça. Il y a un truc qui vous anime. Vous êtes animé, vous savez des fois même pas trop pourquoi vraiment au fond, mais c'est ce truc, c'est là, c'est en vous. Ça vous donne, ça donne du sens à votre vie et vous savez que c'est ça que vous devez faire et qu'en fait, il n'y a rien d'autre quoi qui peut... il n'y a rien d'autre. C'est ça ou rien. Et moi, je pense sincèrement que c'est quand on est tellement en mission et tellement engagé dans ce chemin et qu'on se dit, mais en fait, il n'y a rien d'autre que je pourrais faire de ma vie, qu'on est prêt à relever absolument tous les défis de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est quand on se reconnecte à ça, dans les moments où ça va mal, qu'on arrive à trouver des solutions, qu'on arrive à se dépasser, qu'on arrive à faire des trucs qu'on n'aurait jamais pensé qu'on allait faire, à sortir de notre zone de confort puissance XXL, à accepter de nous sentir hyper vulnérables et de faire des trucs où on se dit oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, j'ai peur de ce truc mais je vais le faire quand même, on y va. Et je pense que c'est ça la flamme en fait, qui fait qu'on accepte de dépasser et de traverser tous les obstacles d'un chemin qui nous sort constamment de notre zone de confort. L'entrepreneuriat, c'est un chemin de vie qui nous sort constamment de notre zone de confort à tous les niveaux, tout le temps. Et en même temps, c'est ça la pépite. Et voilà, et c'est ça le cadeau, c'est que du coup, c'est un chemin de développement personnel qui est incroyable, absolument incroyable. Je pense qu'au même titre que la parentalité, au même titre que les relations amoureuses, au même titre que la relation avec les chevaux qui viennent nous chercher à des endroits incroyables, je pense qu'il y a quelques chemins qu'on choisit dans nos vies qui viennent vraiment nous remettre en question et qui viennent vraiment nous obliger à aller chercher des muscles qu'on ne savait même pas qu'ils existaient et qui du coup nous amènent à être... Pour moi, c'est ça la clé du bonheur en fait. Mon entreprise, avant de s'appeler Éthique et Authentique, et qu'on s'associe ensemble, ça s'appelait la stratégie du bonheur. Et pour moi, la stratégie du bonheur, c'est ça en fait. C'est ce chemin de croissance, de sortir de notre zone de sécurité au quotidien, parce que c'est comme ça qu'on s'épanouit. Si on reste dans notre petite zone de confort, à aller chercher que la sécurité tout le temps, en fait, il ne nous arrive jamais rien de super dans la vie. Ça commence à devenir chiant, on commence à devenir plan-plan, on commence à se dire que la vie, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être vécu? C'est la routine qui s'installe, non. Et puis après, plus on reste dans notre zone de sécurité, plus on a peur d'en sortir et de vivre des nouvelles expériences. Alors que l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui nous demande constamment de réinventer, constamment de revivre des nouvelles expériences au quotidien. Et je pense que moi, ce qui m'anime et ce qui me permet de sortir de là, on a un cheval qui va se gratter juste à côté de nous, ce
qui me permet de me dépasser constamment et de sortir de ma zone de confort, c'est de me dire, je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je le fais parce qu'en vrai, je ne pourrais jamais retourner en arrière, faire ce que je faisais avant dans un job salarié. Je suis trop animée par... moi, personnellement, je suis trop animée par le fait de partager la sagesse des chevaux, par le fait d'aider un maximum de personnes à réussir, à vivre de l'entrepreneuriat, alors même qu'ils ne sont pas du tout entrepreneurs dans l'âme, parce que je suis convaincue que vous avez de l'or entre les mains et que c'est inadmissible de laisser la place aux entrepreneurs qui font n'importe quoi, n'importe comment, qui vendent de la merde et qui contribuent à rendre le monde encore plus pourri. Je pense que c'est des personnes comme vous, comme moi, qui allons changer le monde vraiment, mais il faut qu'on prenne notre place. Et donc il faut qu'on sente puissance. Et ça, quand je me reconnecte à ça, c'est hors de question que j'arrête. En plus, j'ai des enfants et je ne veux pas leur laisser un monde comme ça. Donc je pense que c'est ça aussi le côté vraiment en mission qui nous porte. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? Bah, non, enfin, je crois que c'est effectivement, mais ça revient à... Enfin, c'est quand on a un pourquoi fort, en fait. Mais je pense que si vous êtes là et que vous nous écoutez, c'est que vous avez ce pourquoi fort. Et quand on est entrepreneur en mission, parfois, on peut avoir tendance à oublier ce pourquoi. Quand c'est dur, quand c'est challengeant, des fois, on s'éloigne de notre pourquoi et c'est là où on commence à douter, à se poser des questions, à se dire est-ce que je vais vraiment y arriver ? Est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que tout ça ? Alors qu'en réalité, dans ces moments-là, une des meilleures clés, c'est de se reconnecter à pourquoi je fais ce que je fais. Ouais. Et on va passer du coup à une dernière étape de vie d'un entrepreneur. Bon, c'est loin d'être la dernière, hein, en vrai, il y en a plein, hein, soyons clairs, mais on s'est dit qu'on allait quand même aborder... On faisait des grands thèmes. Ouais, trois grandes étapes, 3 grandes thématiques. C'est cette période où, ça y est, on a l'euphorie du début, le côté hyper naïf, il est passé. Maintenant, on a plus de conscience, on a plus de stratégie. Le gros stress de « j'arrive pas à en vivre », il est passé. Ça y est, on commence à avoir une assise. On commence aussi à se sentir plus légitime de faire notre métier. On a des clients qui nous ont fait des retours, qui nous disent que notre travail les a vraiment aidés. On a vu les résultats sur les clients, etc. C'est une période aussi où ça y est, on s'est installé en termes de processus entrepreneuriaux. Comme le disait Amandine, on est passé d'un mental de chips à un mental qui va quand même bien mieux. On a appris à traverser les épreuves, on a appris à se relever. On commence à avoir des clients régulièrement. On a un salaire qui commence à être à peu près correct. Et certains d'entre nous, on arrive à ce stade où on se dit « Putain, tous ces mecs-là... » Alors, en vrai, franchement, il faut avoir l'audace de se l'avouer. Hein. Ce qu'on veut à ce moment-là. Mais il y a quand même ce moment où on se dit putain, tous ces mecs là sur les réseaux sociaux et tout qui ont l'air de cartonner, les clients ils ont l'air de venir à eux, genre ça y est, tu sais, le rêve de je poste une offre et puis il y a 15 personnes qui l'ont acheté en une liste d'attente grande minutes, comme ça. Bah, je rêverais que ça m'arrive à moi aussi, genre que en fait, comme les gens savent qui je suis et me connaissent, bah, ils viennent à moi en fait, naturellement, et je n'ai plus besoin d'aller les chercher. Et je deviens la révélation de l'année, la révélation de l'année 2023, la révélation de l'année 2024, la révélation de l'année 2025. Et les gens même, ils attendent que tu sortes ton offre. Ils sont genre au portillon et ils sont là, quand est-ce qu'ils vont sortir ces offres ? Parce que moi, je veux venir je veux venir être accompagnée par toi, je veux venir profiter de ce que tu as à offrir. Je pense que cette recherche-là arrive à un stade où notre entreprise, elle va ronronner un petit peu et qu'on revient à ce stade où je ne sais pas trop comment je vais faire. On est bien entouré, t'as vu ? Je ne sais pas trop comment je vais faire pour aller plus loin, mais j'ai l'impression que si je continue comme ça, je vais rentrer en phase de décroissance. Et puis, en vrai, j'ai envie d'être reconnue. J'ai envie d'être reconnue pour le travail que je fais. Maintenant, je commence à avoir confiance, à être assise et j'ai envie que les gens le sachent et j'ai envie que les gens le voient. Et il y a vraiment ce besoin de reconnaissance qui va venir émerger à cet endroit-là. Encore faut-il se l'avouer en vrai. Une fois qu'on se l'est avoué, on peut aller le chercher. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette étape-là, du coup, Amandine ?
que c'est aussi une étape où, un peu comme tout à l'heure, mais à une échelle différente, c'est je pense qu'à cet endroit-là, on a quand même pris en compétence, on s'est formé à un endroit, on a été chercher des choses qui nous manquaient à droite, à gauche pour développer nos compétences entrepreneuriales. Et en même temps, on a appliqué des stratégies, parfois peut-être pas entièrement, parce qu'on a vu que ça marchait, donc on s'est limité à certaines choses et on n'a pas tout exploré. Et on arrive à un moment donné où, comme disait Claire, ça ronronne un peu, ça tourne, mais on aimerait bien plus quand même. Et puis parfois, on a des rêves un peu de grandeur qu'on commence à s'avouer et à s'autoriser. s'autoriser, qu'on a envie de recevoir plus, parce nous, on aime bien dire, je fais grandir le caddie pour recevoir plus d'abondance dans ma vie. Donc plus de clients, plus d'argent, plus de tout ça. Je pense que c'est un endroit où on se dit, je le mérite en fait. Ouais, en fait, je mérite du kiff là quand même. On se donne plus de valeur. Ouais. Mais sauf que on ne sait pas quoi faire réellement, concrètement, pour atteindre plus de visibilité, plus de clients. On a déjà passé des steps et on arrive à un nouveau palier où on se dit, ok, là, à nouveau, je fais comment je fais pour passer au niveau supérieur. Il y a vraiment ce truc d'en fait, je ne sais même pas quoi faire. Il doit y avoir des stratégies, des trucs, parce que je vois que les autres, ils y arrivent, mais je ne sais pas vraiment comment ils ont fait pour y arriver. Et puis aussi, ça va me demander d'aller chercher, je pense qu'il y a ce truc ça va me demander d'aller chercher de l'audace. Là où, jusqu'à présent, j'ai réussi à avancer sans aller chercher cette part d'audace en moi. Je pense que c'est un moment où ça nous demande d'aller chercher le courage de passer le message qui est réellement au fond de nous. Ça nous demande le courage de montrer un peu plus profondément ce qui nous anime, peut-être d'être un peu plus clivant, d'oser passer son... Alors ça peut passer par différents moyens. Soit ça nous demande d'aller chercher un endroit où on est peut-être un peu plus clivant parce qu'on va prendre des positions qui sont plus fortes, qu'on n'ose pas faire. Mais c'est justement parce qu'on n'ose pas faire qu'on n'a pas la visibilité qu'on veut. Peut-être que ça va nous demander aussi d'aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus profond en nous et qu'on n'a toujours pas osé partager. Quelque chose qui nous anime vraiment très profondément. On se dit putain, mais les gens ils vont me prendre pour un taré, ou les gens ils vont me prendre pour quelqu'un qui est complètement cucu. C'est des moments où on va s'ouvrir par exemple sur le fait on l'avait caché, mais on adore le côté très spirituel. Bref, il peut y avoir plein de... Moi par exemple, j'ai le côté éthique et authentique. Et l'entrepreneuriat non prédateur, c'est quelque chose que j'avais depuis longtemps, mais en vrai, je me suis dit, mais les gens, ils vont dire que je suis une grosse cucul à praline, quoi. C'est un peu vrai. Et après, je me suis dit, et en fait, t'es qui pour dire, ouais, moi, je fais de l'entrepreneuriat éthique et authentique, tu vois. Je me suis dit, mais les gens, ils vont me juger, ils vont me dire que moi, je suis jugeante, en fait. Et donc, je pense que c'est ces phases-là qui nous demandent d'aller puiser encore un peu plus profondément dans qui on est pour encore un peu plus l'exposer et donc s'autoriser à aller connecter plus loin, plus profond avec les gens. Et donc là, on arrive vraiment au moment où on va venir littéralement fédérer une communauté autour d'un message qui est extrêmement engageant, émotionnellement et relationnellement et peut-être sociétalement aussi, et qui va faire que les gens vont prendre position en fait, en disant oui je suis d'accord, au risque qu'ils prennent position en disant c'est qui cette folle et je suis pas d'accord. Et je pense que c'est ça que ça vient chercher très fort, c'est encore une nouvelle fois la peur de la critique, la peur du rejet aussi, quand on est à cette phase-là. Ouais, je pense qu'à cet endroit-là, le plus beau des cadeaux, c'est justement qu'on va être obligé, en quelque sorte, d'aller regarder un peu plus profondément en soi, d'aller s'aimer encore plus, parce que pour oser se montrer, et là je ne suis pas en train de dire qu'on est obligé de tout montrer de soi, mais il y a forcément des parts de nous qu'on va devoir assumer à certains endroits. Typiquement, si je veux faire des conférences, si je veux me rendre plus visible, il va falloir que j'accepte d'être perçue, en tout cas, comme étant quelqu'un de narcissique, qui se met au centre de l'attention, qui se montre tout le temps. Je vais être jugée par des gens. Et donc, si je n'ai pas accepté cette part-là de moi, je ne vais pas pouvoir passer ce step-là. Et donc,
suis persuadée aujourd'hui que, en tout cas, cette étape-là de l'entrepreneuriat, c'est une bête de challenge pour aller s'aimer encore un cran plus fort, pour se donner de la valeur encore plus, et du coup, pour aussi être à un cap où je vais pouvoir vendre mon travail à sa juste valeur, parce que je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui sous-estiment la valeur de ce qu'ils proposent. Il y avait notamment, on a une speaker qui s'appelle Alexandra Dubois dans le sommet, qui est photographe, et qui nous disait que sa vie a littéralement changé, sa vie entrepreneuriale a changé, quand elle, grosso modo, elle a commencé à passer ce cap-là. Alexandra, elle travaille aujourd'hui avec deux stars, enfin deux grandes personnalités du sport, qui sont Justine Galis et Thibaut Geoffrey, que peut-être vous connaissez, qui font qui sont des gros influenceurs dans le fitness. Ouais. Et jamais elle aurait imaginé pouvoir toucher ce genre de personnes, pouvoir travailler avec eux. Et elle nous a dit que quand elle a commencé à se donner plus de valeur, à s'autoriser à être beaucoup plus elle-même, en fait, là où avant, les gens ils râlaient parce qu'elle vendait un truc à 50 balles, après elle pouvait vendre des prestats à 400, 500 balles, et les gens réclamaient même pas, alors que peut-être 2 mois avant, c'était toute une mission de vendre un truc à 50 €. Et donc, ça montre à quel point, pour moi, cet endroit, c'est en gros une pépite pour vraiment se donner toute la valeur et donner toute la valeur à notre travail. L'épisode, il est un peu long. Ça y est, on a dépassé 1 minute 30. Donc, je pense qu'on va conclure ici avec juste un rappel de ces fameuses 3 étapes. Donc, je pense que si vous êtes là, c'est que de toute façon, l'entrepreneuriat en mission, c'est quelque chose qui est dans lequel vous vous retrouvez. Et ensuite, il y a ces 3 grandes étapes. Donc, regardez où est-ce que vous voyez vous. On a dit qu'il y avait la première étape qui était... comment on l'a appelée ? On l'a appelée l'étape Jeune Espoir. La deuxième étape qu'on a appelée la période de désenchantement. Et la dernière étape qui est celle qu'on a appelée l'étape de « Je veux être la future révélation de l'année ». Donc faites le point avec vous, regardez où est-ce que vous en êtes, parce que c'est hyper intéressant de comprendre qu'on n'est pas complètement taré, qu'on n'est pas complètement égocentrique, qu'on n'est pas complètement cinglé avec notre petite lubie de j'ai envie de réussir à en vivre, que ce sont des étapes qui sont normales et naturelles par lesquelles on passe tous en tant qu'entrepreneur, que c'est normal que ce soit des caps un peu challengeants à passer. Ce qu'on veut vraiment vous passer aussi comme message, c'est que ces 3 caps dont certains vont revenir peut-être plusieurs fois de façon itérative, ce que nous on a vraiment identifié qui nous aide à les passer, c'est de nous reconnecter à vraiment ce truc dont on a une mission. Et si je fais pas ça, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre une vie où je retourne dans ce que je faisais avant ? Si la réponse est non, reconnectez-vous à ce truc de mission, parce que c'est vraiment ça qui va au départ aider. Et après, il y a des autres clés qui sont fondamentales, il y a des principes qui sont fondamentaux pour pouvoir dépasser chacune de ces étapes, en tirer profit et passer à l'étape suivante. Et puis venir profiter des bénéfices d'avoir relevé ces défis, parce que franchement, il faut avoir envie. Donc je pense qu'on va vous donner les clés dans un prochain épisode en vous disant voilà, c'est quoi les points qui sont hyper importants sur lesquels s'appuyer. Si vous ne les avez pas tous, c'est OK. Il y en a certains, on les a à l'intérieur de nous, c'est sûr. Il y en a d'autres, il va falloir aller les muscler. Donc dans un prochain podcast, on ira regarder ces quelques points capitaux pour pouvoir traverser chacune de ces étapes. Comme ça, vous pourrez regarder ce que vous avez déjà et ce qui est important d'aller muscler pour vous aussi. Et surtout, en vrai, allez au sommet, parce qu'avec cette conscience de où vous en êtes, vous allez pouvoir écouter chacune des interviews et vous allez pouvoir aller chercher exactement les conseils
que vont vous donner chacun des entrepreneurs qui ont passé ces étapes-là en vous disant « Ah ok, ce conseil-là, il est super judicieux pour moi parce que je suis à cette étape. Ce conseil-là, non, et en fait, il est trop éloigné pour moi, je ne vais pas le prendre tout de suite. » Ou « Ah non, ce conseil qu'il me donne, là, c'est plutôt pour la phase de début. Moi, je suis un peu plus avancée, je vais avoir besoin d'aller chercher des stratégies, des conseils, des postures en termes d'état d'esprit pour là où j'en suis aujourd'hui. J'ai besoin d'aller plus loin. » Et vraiment, on a tout le panel pendant le sommet, vous allez pouvoir aller piocher, ça va être exceptionnel et on n'a pas parlé tant que ça finalement de la notion d'environnement qui est extrêmement importante pour réussir. Si on est entouré de personnes qui ne sont pas entrepreneurs, ça va être un peu chaud quand même pour réussir. Si on est entouré d'entrepreneurs qui sont que des requins, c'est pas super joyeux non plus. Si on est entouré de gens qui disent « Ah mais tu crois que vraiment c'est bien ce projet? Est-ce que tu crois que tu devrais pas retourner faire salarié? Est-ce que tu crois pas que c'est normal là, que ça mette autant de temps ton truc là à décoller? Parce que tu as vu, lui, il a commencé après toi et son truc ça a l'air de mieux rouler. » Bref, tous ces gens-là, si vous êtes dans un environnement comme celui-là, sachez-le, c'est pas le plus favorable. Ah non, mais c'est pas que c'est plus favorable, c'est que c'est bon, c'est des boulets qu'on tire et là on coule quoi. Donc prenez une bonne bouffée là d'air pendant le sommet. Rejoignez-nous, c'est tout simple. Vous allez sur éthiqueetauthentique.com, le lien sinon il est juste en dessous là dans la description de cet épisode de podcast. Et rejoignez-nous parce qu'on a mis en place en plus du sommet une plateforme communautaire qui est accessible gratuitement et c'est l'occasion pendant une semaine de pouvoir aller à la rencontre de personnes qui sont peut-être juste à côté de chez vous. Franchement, la dernière fois, ils ont envoyé une photo pendant la semaine on avait fait un challenge, pendant la semaine du challenge, ils se sont rencontrés, se sont réunis en physique parce qu'ils habitaient les unes à côté des autres, ils nous ont envoyé une photo pour nous dire super, on s'est retrouvés, tout ça. Donc vous allez retrouver des personnes qui, si ça se trouve, sont juste à côté de chez vous. Qui sont des superbes entrepreneurs avec qui vous allez pouvoir nouer des partenariats de folie. Moi, pendant le dernier sommet en ligne auquel je suis intervenue en tant que speaker, c'était le sommet de Blandine Valois qui s'appelait L'appel des chevaux. Je suis intervenue, elle m'a interviewée. Il y a une personne dans ce sommet qui a regardé, qui s'est inscrite et qui a regardé une seule interview au pif. Je pense que ça devait être au pif, c'était au pif. Cette personne-là, c'est Amandine. Amandine et moi, on s'est rencontrés sans se parler et du coup, Amandine a appris mon existence et moi j'ai appris son existence juste après parce qu'elle m'a envoyé un email à l'occasion d'un sommet en ligne et aujourd'hui on est associés. Donc ce genre d'événement, en plus de se prendre une énorme claque de mindset, de conseils, etc., c'est un lieu de connexion, de folie et on a vraiment monté une plateforme sur mesure pour favoriser de créer des liens par métier, par région, etc. Plus tous les défis que chaque speaker qu'on interviewe vous lance un défi. Donc franchement, on ne peut pas faire plus pépite. Je pense qu'en vrai, on a calculé que nous déjà, juste en ayant interviewé les gens, on a gagné des années-lumière de stratégie pour développer notre activité. Je suis sûre que franchement, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros en appliquant juste quelques stratégies qu'on va pouvoir générer ultra facilement. Et c'est gratuit en fait. Donc, Et potentiellement, comme ça l'a fait pour nous deux, ça peut littéralement changer votre vie. Exactement. Voilà. Donc franchement, on compte sur vous pour venir au sommet. Et encore une fois, ce sommet, il est gratuit. Donc, si vous venez, ou même si vous ne venez pas, en fait, parce que vous n'en êtes pas à ce stade-là et que vous n'êtes pas entrepreneur et que vous ne voulez pas venir, s'il vous plaît, juste parlez-en autour de vous. Parce que ce sommet, il va changer les vies de toutes les personnes qui viennent. Ça, j'en suis littéralement convaincue. On écrit tous les matins à 6h30 sur ce sommet, qu'est-ce qu'on veut qu'il y ait dedans, etc. Et le truc qui revient toujours, c'est on veut que chaque personne qui vienne, sa vie, elle est littéralement changée juste parce qu'elle a entendu le conseil qu'il lui fallait exactement, qu'elle a rencontré la bonne personne. Bref, on veut que ce sommet soit un lieu qui soit le début d'une vie entrepreneuriale et d'une vie de ouf tout court qui arrive derrière et que ça change des vies. Donc inscrivez-vous et parlez-en autour de vous s'il vous plaît. C'est vraiment un événement, c'est 100% gratuit. On a mis 2 mois à le créer. C'est notre façon à nous de contribuer pour aider véritablement la filière équine, le milieu de l'entrepreneuriat, respectueux des chevaux, respectueux des uns des autres. On va terminer là-dessus, franchement. Cliquez sur le lien tout de suite.
et venez. Merci. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une suite de cet épisode. Et on vous dit bisous.